Qui dit gazier roman dit forcément Gaznat. Et avant que les scénarios de Denis Froidevaux, qui nous a quittés, se concrétisent, on va affiner la focale donc sur cette zone, celle de Gaznat, qui, comme vous le savez, toutes et tous, n'est pas exactement logée à la même enseigne que d'autres zones du pays. Alors, qu'est-ce qu'il en est exactement pour nous ici, pour Gaznat, dans les temps à venir? Quelle est la situation? Merci d'accueillir un portfolio manager du groupe, c'est comme ça qu'on dit, je crois, hein, en charge notamment du développement des affaires, avec un œil, bien sûr, et peut-être même deux, ouvert sur les renouvelables, la transition et leurs applications. Merci d'applaudir Monsieur Thomas Giraud. Bonjour à tous, je m'appelle Thomas Giraud, je travaille chez Gaznat dans le département négoce et je vais vous présenter en deux parties les évolutions sur les marchés internationaux du gaz et leurs conséquences sur notre zone en Suisse romande. Je remercie Madame Corbeau d'avoir introduit l'année 2021, qui est une condition pour l'année 2022 qu'on est en train de vivre. Cette année a été historique, très mouvementée. Comme vous pouvez le constater, on a eu des pointes de prix en valeur absolue qu'on n'avait jamais vues auparavant. La première en février 2022, évidemment, l'invasion de l'Ukraine, avec une correction qui a suivi suite à la fin de l'hiver et une relative douceur printanière. Mais ensuite, la hausse s'est matérialisée de nouveau en été, notamment avec la baisse du flux terrestre Nord Stream 1, les contraintes de remplissage de stock qui ont été émises par les gouvernements européens. Et on a atteint un point haut au mois d'août, à peu près à 350 € du mégawattheure. S'en est suivi une très sévère correction, qui est la conjugaison de plusieurs facteurs. À mon sens, les signaux assez forts des États européens qu'ils ne laisseraient pas tomber le marché et qu'ils interviendraient pour réguler le prix. Une destruction de la demande industrielle qui a dépassé les attentes. Et comme vous le savez tous, un remplissage des stocks qui a été fait en anticipation par rapport aux attentes et qui est maintenant à des niveaux relativement élevés. À noter également, vous l'avez tous vu, un mois d'octobre particulièrement exceptionnel, avec une anomalie de température positive record qui a amené une baisse de la demande résidentielle et donc un début d'hiver très très calme. Également en valeur relative, en termes de volatilité, donc la volatilité c'est la propension des prix à bouger, c'est l'amplitude des mouvements des prix. Là on parle d'une volatilité annualisée, pour les connaisseurs, sur une fenêtre roulante de 20 jours. Il y a 2 ans, environ 50%, donc sur une année, le prix des EUD pouvait bouger d'à peu près de la moitié de sa valeur. 150% l'année dernière, 350%, donc il a été multiplié d'un facteur 7 en 2 ans. Là, c'est les chiffres qui datent d'il y a quelques jours. Donc le prix des EUD peut être divisé par 7 ou multiplié par 7 avec plus ou moins un écart type sur une année, ce qui est également sans précédent. Une des principales causes, comme on l'a dit, c'est évidemment la baisse des flux russes qui sont matérialisés par les barres bleues marines sur ce graphe, qui a été compensé en grande partie, pas entièrement, mais en grande partie par le GNL. Ce graphe est assez intéressant parce que c'est la composition de l'approvisionnement de l'Europe. Je l'aime bien aussi parce qu'on peut voir que la part des fournisseurs historiques reste relativement inchangée. Il s'agit des 3 barres en bas. On pense notamment à l'Afrique du Nord et la Norvège comme les partenaires fiables et historiques. On a aussi une part de production domestique de biogaz qui est en constante augmentation. Elle reste relativement faible par rapport au volume total, mais elle est clairement en augmentation. On a aussi le champ gazier onshore de Groningen aux Pays-Bas, qui est historique dans le monde du gaz, qui a été pas remis en service, mais prolongé en tout cas pour continuer de produire un petit peu pendant cette année difficile. Comme on l'a dit au niveau de la Russie et comme l'ont dit mes prédécesseurs, le flux a graduellement baissé. Là, on voit évidemment que l'année 2022, c'est la courbe orange qui a baissé depuis le mois de mars, depuis début mars. La Russie, c'était environ un gros tiers de l'approvisionnement européen. Maintenant, c'est plus que quelques pourcents. Dans ce graphe-là, je ne prends en compte que le flux dont on a parlé précédemment, qui traverse l'Ukraine et qui approvisionne la Slovaquie. Il peut être interrompu parce qu'il se trouve évidemment en zone de guerre, donc il peut être interrompu à tout moment.
En revanche, le GNL, donc le gaz naturel liquéfié, a lui augmenté d'un facteur 2. Là où on avait 6 à 8 milliards de mètres cubes par mois, on en a à peu près maintenant 14. Il faut bien voir avec le GNL qui privilégie principalement des pays de l'ouest de l'Europe, sur la façade atlantique, la France, l'Espagne, l'Italie et le Royaume-Uni, qui avaient historiquement ces terminaux de régazéification qui sont des terminaux terrestres. Les pays qui n'en avaient pas veulent se rattraper maintenant et construisent des unités flottantes de stockage et de régazéification rapide qui ont des délais de mise en service beaucoup plus courts. En Allemagne, par exemple, Wilhelmshaven devrait arriver le mois prochain et de nombreux autres terminaux flottants sont en cours de développement. Pour illustrer un peu ce que je viens de dire, donc là c'est une carte européenne des terminaux qui permet de voir que typiquement en Espagne, on a une densité de terminaux assez importante, également en France, et que ces terminaux arrivent principalement par la façade ouest. On a vu sur un graphe d'une présentation précédente que les flux terrestres arrivaient principalement de l'Est, donc on voit bien que c'est un challenge énorme pour les infrastructures et aussi pour les niveaux de prix relatifs des marchés européens. Donc, une grande partie, les 2/3, plus de 70% des terminaux se concentrent sur 4 pays qu'on vient de citer. Et il faut noter une particularité intéressante du GNL, c'est qu'elle permet de faire de l'optimisation économique. Donc, l'optimisation géographique, dans la mesure où le GNL va toujours au plus offrant. Un pays plus cher attirera mécaniquement ou quasi mécaniquement un méthanier au détriment d'un pays moins cher. Et il peut être également optimisé de façon temporelle, c'est-à-dire qu'une période de livraison plus chère va attirer un méthanier au détriment d'une autre moins chère. L'exemple typique qui est actuellement en cours, c'est des méthaniers qui sont au mouillage en mer Méditerranée avec des prix spot à 40 € et des prix sur décembre à 120 €, préfèrent rester au mouillage à peu près 600 000 $ d'immobilisation par jour, plus 0,5% de perte par fuite par méthanier. Ça reste plus intéressant de vendre ces méthaniers sur le mois de décembre, d'attendre et éventuellement de vendre si les prix spot remontent, mais ce n'est pas encore le cas. Comme je l'ai dit, donc on a des terminaux flottants qui vont être construits aussi dans des pays qui n'en avaient pas jusqu'à présent. On pense notamment à la Grèce, à la Croatie, et évidemment à l'Allemagne qui va mettre ses terminaux en service bientôt. Tout ceci va contribuer aussi à homogénéiser un petit peu les flux en Europe. Mais comme on l'a aussi rappelé, le GNL s'inscrit dans une concurrence mondialisée, dans une sorte de guerre des acheteurs entre l'Europe et l'Asie. Là, on a une courbe de prix qui est assez intéressante parce qu'elle a l'historique depuis le début de cette année et la courbe à terme pour l'année prochaine. On voit que sur les prix réalisés, le gaz européen, donc en bleu marine, a été plus cher et a contribué à attirer les méthaniers vers l'Europe au détriment de l'Asie. C'est assez intéressant d'ailleurs, à notre époque, entre octobre et septembre, une inversion avec ces deux triangles, avec des espèces de pointes inversées. C'est dû au comportement exceptionnel des prix spot actuellement. Et à l'horizon janvier 2023, cette relation du prix européen et asiatique revient à sa normale, si j'ose dire, avec un prix européen plus attractif pour les méthaniers. Il faut bien voir aussi que le coût du transport est important. Le taux de fret a explosé, je ne l'ai pas en tête, mais il a, à l'instar de toutes les autres commodités, a été multiplié par 3 ou 4, il me semble. Et que, évidemment, la proximité entre les acheteurs et les vendeurs joue un rôle important. Typiquement, le GNL australien ira prioritairement vers l'Asie. Le GNL issu de la côte est des États-Unis ira plus facilement vers l'Europe. Les producteurs de GNL, on l'a vu aussi précédemment, on retrouve les pays typiquement producteurs de pétrole, Australie, Qatar, États-Unis, Russie, et Malaisie, Nigeria, Indonésie et d'autres. Retour en Europe,
pour un sujet qui nous concerne beaucoup, notamment chez GazNat, vu qu'on est opérateur de stockage, ou en tout cas détenteur de capacité de stockage, c'est les niveaux de stock. On a fini l'hiver dernier à un niveau relativement bas par rapport à la moyenne des 5 ans, et on était en pleine matérialisation de tous les risques géopolitiques, vu que le conflit avait commencé depuis déjà 2 mois. On a rempli nos stocks jusqu'à la On a rempli nos stocks pour atteindre à peu près 100%, ce qu'on a fait un petit peu en anticipation du reste du marché, et le taux actuel de remplissage se situe à 95%. Ça, c'était le chiffre au 1er novembre. On l'estime à peu près à 96-97%. Il faut bien comprendre que le stockage a été imposé par les gouvernements de telle sorte que les stocks soient vraiment pleins à la fin de l'été et en début d'hiver. Il faut noter là-dessus que les stocks obéissent économiquement à la logique de spread saisonnier, c'est-à-dire que le prix de l'été doit être moins cher que le prix de l'hiver pour qu'il soit incitatif. Ça n'a pas été le cas en 2022, donc il a fallu des incitations des gouvernements pour le faire. Ce n'est toujours pas le cas pour 2023, donc ça nous pose des questions, nous, pour la gestion future des stocks. Il faut aussi voir que le fait de pouvoir remplir ces stocks à 100% a été possible grâce à la destruction de la demande industrielle, c'est un slide qu'on va voir un petit peu plus tard, et également par une arrivée massive de GNL pendant l'été, aussi à la faveur de la demande chinoise en berne cette année. La demande industrielle, ça a été un petit peu la bonne surprise du marché. Les chiffres sont sortis en septembre, elle est en baisse de 30% environ pendant l'été. On parle de la baisse industrielle, donc c'est-à-dire une baisse qui est relativement élastique et sensible au prix, c'est-à-dire qu'elle réagit avec peu d'inertie aux incitations de prix. Ce n'est pas forcément le cas de la demande résidentielle qui correspond à 40% à peu près du total en Suisse. Cette demande résidentielle, ou en tout cas la baisse de la demande résidentielle, on en a parlé un petit peu plus tôt ce matin, elle se base plutôt sur quelque chose de comportemental, sur des critères de confort privé et non pas de prix. Donc pour celle-là, il y a une incertitude beaucoup plus grande et on n'a pas encore été en mesure de la tester dans un environnement réel vu que l'hiver n'a pas vraiment commencé. En revanche, la demande industrielle a beaucoup modulé et on pense qu'elle pourra continuer à moduler dans les mêmes proportions pendant cet hiver. Alors, quelle perspective pour les années à venir, enfin l'année et les années à venir? Je ne vais peut-être pas partager le pessimisme de mes prédécesseurs, pas entièrement en tout cas, en essayant d'avoir une photo un petit peu équilibrée des cotations de marché actuelles. Il y a des facteurs haussiers et des facteurs baissiers. Et ça, ce sont mes inputs, c'est ce que je pense. Mais en tout cas, j'espère que ça peut vous donner des clés de compréhension sur les déterminants de prix qui vont être importants dans les mois et les années à venir. Au niveau des facteurs qui peuvent faire baisser le prix, évidemment, la météorologie, le mois d'octobre nous l'a bien montré. Que la demande résidentielle est fortement impactée par ça. La récession économique mondiale dont on parle, est-ce que c'est un fantasme? Est-ce que ça se réalisera sous forme d'inflation? L'inflation a été à des niveaux records, elle rebaisse, mais en tout cas, le prix des commodités alimente l'économie mondiale. En cas de récession, elles ne peuvent pas rester à des niveaux aussi élevés. Et ce que j'appelle la réorganisation pacifique des flux de gaz vers l'Europe, une fois que les nouveaux terminaux seront en service, que les nouvelles capacités de liquéfaction seront mises également en service, on peut assister à encore une augmentation des flux de GNL. On avait 20% de GNL à peu près avant la guerre, on a 40% de GNL cette année. Il est très raisonnable d'imaginer qu'on puisse avoir 50 à 60% de GNL dans les années à venir. En revanche, pour les paramètres haussiers, de toute évidence, une instabilité géopolitique chronique, on pourrait même dire permanente. On ne sait pas de quoi demain sera fait, mais en tout cas, là, l'année 2022 a été très particulière là-dessus. On voit que la réalité européenne de la géopolitique et de la stratégie n'est pas forcément celle du monde.
Donc c'est un facteur évidemment clé. On a aussi beaucoup parlé d'électricité à juste titre, la demande de gas for power. On regarde évidemment la disponibilité nucléaire française qui nous inquiète un petit peu pour cet hiver. Et on imagine que les centrales à gaz vont être sollicitées pour fournir la base, c'est-à-dire la pointe et les heures de nuit, en tout cas toutes les heures de l'année, pour pallier à la disponibilité nucléaire en berne. Et évidemment, je rappelle que tout ceci se fait dans un contexte où la demande chinoise est inférieure de 28% année sur année par rapport à l'année dernière. Ils ont eu des confinements, ils ont eu aussi une baisse de leur production industrielle. Il suffirait que la demande asiatique revienne à son niveau de base pour qu'on ajoute typiquement 28% de la consommation chinoise. Je vous laisse imaginer ce que ça fait. En deuxième partie, je vais vous parler un petit peu de ce qui se passe pour GazNat. Donc, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, on a été amené à évoluer un petit peu sur notre réflexion vis-à-vis de notre activité. Comme vous le savez, on ne produit pas de gaz, on ne stocke pas de gaz. Donc, les capacités d'interconnexion sont absolument clés chez nous. C'est un actif très, très stratégique. Donc, on a décidé de les augmenter et d'augmenter nos réservations de capacité. On a également, dans le cadre de l'ordonnance du Conseil fédéral, acheté du gaz en stock supplémentaire et une option d'achat dont on parlera dans un slide suivant. On participe de toute évidence, en collaboration avec les autorités fédérales, aux organes de gestion de crise. Et une question qu'on m'a beaucoup posée déjà ce matin, on anticipe déjà l'hiver 22-23. C'est-à-dire que le niveau de stock en fin de cet hiver conditionnera le remplissage de l'été 2023 et donc le niveau de stock au 1er octobre 2023 pour l'hiver 23-24. C'est des discussions qu'on n'avait pas les années précédentes si tôt. Maintenant, on les a et on prend déjà des mesures en fonction des prix qu'on voit et en fonction des risques encourus, en tout cas de notre appréciation des risques, pour faire en sorte qu'on soit dans les meilleures conditions pour commencer l'hiver 22-23. Là, on parle principalement de stockage, donc pour avoir un niveau de stock plein, à l'instar de ce qu'on fait cette année pour l'hiver prochain. À noter également quelque chose d'important, une belle réalisation, c'est un contrat d'approvisionnement long terme, donc sur 5 ans, avec le fournisseur numéro 1 en Europe. Alors, le fournisseur numéro 1 était Gazprom jusqu'à cette année. Equinor était numéro 2. Equinor, anciennement Statoil, donc l'entreprise d'État norvégienne. Maintenant, elle va devenir numéro 1. Évidemment, une gestion prudente de nos activités, de nos portefeuilles, dans la recherche d'un compromis entre l'optimum économique, ce qui nous est demandé par nos clients et nos actionnaires, tout en assurant un niveau de sécurité d'approvisionnement le plus élevé possible, ce qui est évidemment une des missions premières, si ce n'est la mission première de GazNat. Une autre chose assez importante, je n'ai pas fait un slide dédié, mais les conditions de trading ont été très compliquées cette année au niveau de la liquidité, au niveau du crédit. On a décidé de s'inscrire sur la Bourse européenne d'énergie EEX, qui polarise actuellement la liquidité sur les maturités courtes, sur les marchés spot. C'est quelque chose qu'on a fait récemment et on a eu une nouvelle source de liquidité qui est très importante pour pouvoir acheter du gaz dans des quantités importantes pour les échéances courtes, c'est-à-dire infrajournalier, le lendemain, le week-end d'après, le mois d'après, etc. Et finalement, on en a aussi un petit peu parlé, mais l'accord inter-État qui protège notre gaz en stock en France, et donc cette équivalence de traitement qu'on a vis-à-vis du stockeur français, qui nous met à égalité avec un distributeur français, a été prolongé pour quelques années. Je vais vous parler un petit peu de la provenance géographique de notre gaz. Donc, elle dépend. Alors là, on parle des années de 2017 à 2020 où on avait moins de soucis au niveau géopolitique. Donc, elles obéissaient plutôt à des critères de prix. Elles venaient principalement d'Allemagne et ensuite à la faveur d'une inversion des spreads, c'est-à-dire de la valeur relative ou du prix relatif entre l'Allemagne et la France. On a commencé à importer plus de gaz français à partir de 2019, puis 2020. En 2020, on voit
1% venant de l'Italie, on est devenu expéditeur sur le réseau italien et on a la possibilité d'importer du gaz par le Passo Gris, qui est l'interconnexion entre l'Italie et la Suisse. Ce sont des barres annuelles, donc 2022 n'est pas là. Si elle était là, je l'estimerais à peu près à 90% pour la France, à la faveur de ce qui s'est passé. Le marché français était vu comme beaucoup plus dépendant du GNL et rassurant que le marché allemand qui a eu les déboires que vous connaissez. Je vais vous parler un petit peu aussi de la composition des contrats pour faire écho à ce qu'on disait sur le consensus ou le compromis entre la sécurité d'approvisionnement et l'optimum économique. Il faut savoir que nos contrats long terme et nos stockages sont des contrats qui ne sont pas du marché libre et qui obligent le vendeur ou l'opérateur de stockage à nous vendre ce gaz, à contraire du marché, qui est un marché de gré à gré, qui est un marché libre et qui peut se tarir du jour au lendemain. Donc la part des actifs dits stratégiques, donc stockage et contrat long terme, a toujours oscillé grosso modo entre 40 et 60%. Là encore, l'année 2022 n'est pas disponible, mais si elle l'était, j'imagine que les actifs stratégiques seraient plutôt à 60% pour répondre aux enjeux dont on a parlé précédemment. À noter quand même, toutefois, que l'accès au marché est indispensable pour exécuter des transactions à terme, pour répondre aux besoins de nos clients et de nos actionnaires, parce que si on veut acheter du CAL 24, par exemple, de l'année 2024 ou de l'année 2025, ça va être sur les marchés de gré à gré que ça va se passer. Les contrats long terme sont en général des contrats day-ahead ou month-ahead, donc qui vont livrer pour le lendemain ou le mois suivant, et le stockage à un horizon de 12 mois. Pour la sécurisation du gaz pour l'hiver en cours, tout ça fait écho à l'ordonnance du Conseil fédéral du 18 mai 2022. Et là, je vais parler au nom de Gaznat Négoce, et donc je vais parler que du volet offre. Il y a eu le volet demande aussi, avec le contingentement possible, qui a été montré un petit peu plus tôt. Du côté de l'offre, on a eu principalement deux mesures qui nous ont été imposées. La première, c'est la contractualisation d'une option d'achat couvrant la force majeure de réduction ou d'interruption du flux russe, parce que c'est le risque contre lequel elle est censée nous protéger. Donc ça a été fait évidemment. Et la deuxième, c'est l'achat de gaz en stock supplémentaire pour couvrir 15% de la consommation annuelle moyenne. Donc ça a été fait aussi en début d'été. Et c'est du gaz qui est maintenant à disposition de Gaznat pour assurer l'approvisionnement dans les mois à venir. Ce chiffre de 15% n'est pas arbitraire, il s'agit du chiffre qui a été adopté par d'autres États européens. L'idée ici est une forme de cohérence avec ce que font nos homologues européens. Et comme on l'a dit un petit peu précédemment, des accords de solidarité sont en cours de négociation, donc il est évidemment de bon ton de partir du même point de départ pour pouvoir ensuite négocier ces accords de solidarité. En guise de conclusion, et pour finir, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a renforcé notre palette d'outils pour sécuriser notre activité pour cet hiver et les hivers prochains. On a 5 points d'entrée sur le réseau qui nous connectent à 4 marchés européens, la France, l'Italie, l'Allemagne et les Pays-Bas. On a des actifs stratégiques qu'on utilise à hauteur d'environ 60% et plus et qui nous assurent un niveau de sécurité d'approvisionnement élevé. On a vu que notre gaz en stock est protégé par l'accord inter-État. On a eu de nouvelles contreparties de marché. On est évidemment sur la bourse d'énergie. On a été admis cette année. On a un contrat long terme avec Equinor, le premier producteur européen. Et on a aussi signé de nouveaux contrats EFET avec des contreparties de marché. Dans un cadre un petit peu plus local, au niveau de la Suisse, on coopère tout naturellement avec les autorités fédérales pour toutes les mesures qui sont entreprises. Et on discute aussi dans le cadre de la ZIG avec nos collègues suisses-allemands pour déployer des mesures de solidarité si elles devaient être nécessaires pour pouvoir les aider en cas de crise. Vous savez tous que dans le cadre de ces mesures de solidarité,
on serait plutôt contributeur à ces mesures, il serait plutôt bénéficiaire de ces mesures, de par la proximité qu'on a avec le marché français et eux avec le marché allemand. Voilà, donc on est bien, je suis confiant pour cet hiver, je suis confiant dans notre capacité à gérer les crises et aussi la planification de notre activité à long terme. Et je vous remercie de votre attention. Merci Thomas Giraud. Non, je pose une petite question quand même, mais pas deux, puisqu'on est un petit peu pris par le temps. Oui. Ce switch incroyable que vous avez, dont vous avez parlé avec l'importance croissante que prend le GNL, je crois que vous parliez de 20%, avec un horizon peut-être 60%, c'est évidemment lié à la crise qu'on est en train de vivre. Dans quelle mesure, pour abreuver votre optimisme, puisque vous êtes le moins pessimiste de tout ça, dans quelle mesure est-ce que, alors c'est affreusement cynique, mais est-ce que cet événement, la crise qu'on traverse, la guerre en Ukraine en l'occurrence, a sur ce plan-là des effets bénéfiques dans la mesure où elle accélère une transition qui de toute façon était inéluctable en matière d'approvisionnement du continent? Alors la première chose qui me vient à l'esprit quand on parle de ça, c'est que le secteur du GNL, du développement, était sous-investi, parce que les prix étaient trop bas et il n'y avait pas d'incitation assez forte pour développer des capacités de liquéfaction. Donc là, ça donnait un signal fort au marché, ou en tout cas à l'ensemble des acteurs économiques, pour faire en sorte qu'on ait beaucoup plus de GNL dans un avenir assez proche. En revanche, il faut bien voir que de l'autre côté, il faut aussi que les capacités de régasification, donc qui sont l'autre bout de la chaîne, suivent. Donc en Europe, on développe des unités flottantes pour répondre à ce besoin de façon assez rapide, parce que sinon il y aura des délais de mise en service de plusieurs années. Et ça se fait petit à petit. Alors, l'année 2023, l'hiver de 2023 va être compliqué. Je ne suis pas non plus un optimiste pour ça. En revanche, dans un horizon un petit peu plus long, on voit d'ailleurs les cotations à terme. Hein, le 2026 traîne maintenant à 46-47 € à peu près, ce qui correspond à peu de choses près à l'estimation de la valeur intrinsèque du GNL, ou en tout cas du prix d'exercice du GNL actuellement. Donc on voit qu'une fois on aura passé l'épaule sur la période compliquée qui nous attend, encore pour 18 mois, on sera sur un équilibre un petit peu plus détendu.